Merci de votre invitation. Donc Cédric Zabot, je me présente, je suis le directeur d'une association d'élus. Il y en existe pas mal en France. Celle-ci a le mérite d'être nationale et lyonnaise en même temps. C'est l'association des maires ruraux de France. C'est en France, pour petit cours de géographie politique matinale, en France il y a aujourd'hui 34 945 communes et 32 000 sont qualifiées de rurales et qui à la fois occupent 88% de l'espace géographique de notre territoire, de la métropolitain, et un tiers de la population. Donc c'est un écosystème, nous, qu'on fait travailler depuis Lyon, où on assure donc la coordination de 85 associations départementales, les autres étant pas forcément structurées à ce stade. Nous, on est hyper intéressés et contents que vous ayez trouvé utile d'inviter les maires ruraux à venir débattre de ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont euh, omniprésents au quotidien d'un maire rural, soit à l'échelle de sa commune, soit dans une logique territoriale plus vaste. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant pour nous de répondre positivement à votre invitation, pour partager peut-être un certain nombre de convictions et d'approches qui viennent compléter, enrichir ou questionner les approches que vous pouvez avoir. Donc l'association est aujourd'hui présidée par un maire qui s'appelle Michel Fournier dans les Vosges, un village de 350 habitants. Et notre réseau travaille en appui à notre réseau d'adhérents, à peu près 12 000 communes aujourd'hui, et qui ont notamment pour enjeu de représenter les territoires ruraux le plus simple élément capillaire de notre démocratie, qui est la commune. Et on reviendra là-dessus. C'est pour nous un point de départ essentiel à beaucoup d'enjeux, et notamment ceux de la transition, et en particulier ceux que vous avez choisi de traiter aujourd'hui sur la question de l'alimentation. Je ne veux pas détailler sur ce qu'on fait sur notre réseau, mais en tout cas, bon, on a aujourd'hui un certain nombre d'interlocuteurs récurrents et d'espaces d'intervention, notamment le Parlement rural, qui est un consortium d'acteurs qui travaillent et agissent dans le monde rural, notamment avec l'écosystème agricole, mais aussi toutes les autres fédérations, familles rurales, les mouvements, les maisons familiales rurales qui travaillent aussi à la formation des jeunes en milieu ruraux, à la question environnementale. On fait plein d'actions au quotidien, mais j'insisterai sur, donc là j'en ai cité trois, mais je vais juste insister sur le premier qui est celui qui est le plus en lien avec l'objet de votre discussion. C'est la question, donc on a créé il y a 6 mois, enfin début d'année 2023, une séquence qu'on a appelée le Grand Atelier des maires ruraux pour la transition écologique. C'est de dire, tout le monde en parle. Il y a sans doute des gens qui disent des choses intéressantes dans ces sujets-là, mais si on le prend à l'aune de l'enjeu de la ruralité et de son pouvoir d'agir, de ses capacités à emmener les gens sur des dynamiques de changement au travers des différents enjeux, il y en a énormément, je ne vais pas tous les traiter, mais simplement c'était de se dire, on a aussi quelque chose à partager, et notamment à construire une vision politique. Beaucoup d'acteurs ici ont souvent, et c'est normal par la nature de leur organisme, une vision économique, stratégique, et donc qui nous paraissait importante dans ce débat-là, qui est quand même hyper massif. Je crois que la semaine prochaine, la Première ministre annonce la stratégie nationale sur la planification écologique. Ça fait quand même quelques mois qu'on nous tient en haleine sur ces sujets-là, il y a tous les jours ou presque des annonces, que ce soit à travers le ministère de la Transition écologique ou le ministère de la Transition énergétique. Et donc, à partir de là, on se disait, bon, pour faire simple, hein, plutôt que de subir, on va travailler à l'appropriation et surtout à la restitution de ce qui se fait déjà, puisque c'était l'invitation de témoigner de ce qui se fait. On fait des trucs formidables à l'échelle de très nombreuses communes rurales. Et vous évoquez la question du temps. Elle est essentielle, parce que là aussi, il y a des maires qui font des choses formidables en matière de transition depuis des décennies, et ils n'ont pas attendu les injonctions, j'allais dire, que ce soit gouvernementales ou sociétales quelque part. Permettre d'engager par le bas les démarches de transition, avec une plus-value et une spécificité qui est ce qu'on a appelé
la haute qualité démocratique, parce que c'est à cette échelle-là qu'on sait très bien que beaucoup des sujets que vous allez aborder aujourd'hui, si la population dans sa diversité n'est pas impliquée, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on a en France quelque chose qui n'est pas suffisamment valorisé, c'est normal que nous on dise ça, c'est l'échelon communal dans sa capacité, qu'elle soit petite ou grande d'ailleurs, que ce soit ici à Lyon ou dans des villages, de dire en fait on peut emporter la population sur pas mal d'évolutions. Et donc ça c'est important. Et puis de permettre une approche aussi portée par pas simplement par une vision technique, mais aussi dans une capacité à participer collectivement avec la plus-value, encore une fois, de la mécanique démocratique locale. Donc d'où cet atelier. Donc c'était une centaine d'élus de toute la France réunis quatre week-ends à Paris pour travailler tous les enjeux, dont celui de l'alimentation. Euh, donc, on a repris tous ces sujets-là autour de cette notion, encore une fois, de construire une vision et un récit politique de la transition écologique dans les territoires ruraux. Donc, c'est ça que moi qui m'intéresse de dialoguer et de discuter avec vous au-delà de mon intervention de ce matin. C'est beaucoup de choses, encore une fois, que ce soit si on rentre un peu dans les détails d'un certain nombre de modes opératoires, ici avons au moins une notion sur les plans alimentaires territoriaux. Bah, typiquement, un plan alimentaire territorial pour une commune rurale, ça peut rester assez théorique, on va dire des choses comme ça. Et donc, à partir de là, on oblige, mais positivement, à redescendre au plus petite échelle de la proximité, qui est celui de la commune, parce que c'est là qu'on va cohabiter avec le monde agricole, qu'on va cohabiter avec des consommateurs, qu'on va cohabiter avec des acteurs économiques. Et c'est notamment dans ces territoires-là, tout ce que vous avez pu manger hier soir et que vous allez manger aujourd'hui a été, à un moment donné, est parti de la campagne, est parti de ces fameux 88% du territoire. Et donc, comment est-ce qu'on travaille cette question-là en tant qu'acteurs politiques que sont les élus ruraux? Donc, c'est une démarche collective avec, donc, sans maire, on a fait travailler avec des opérateurs du climat, de toute une série de spécialistes, peut-être certains qui sont pas forcément dans la salle, mais en tout cas les entités représentées, et donc autour de trois thématiques majeures: les énergies renouvelables, la sobriété, les biens communs naturels, les aménités rurales, en français les services rendus par le monde rural à la collectivité dans son ensemble, et l'alimentation pour nous évidemment, et l'agriculture au sens générique, est par définition une aménité rurale quasiment à 100%, même si ce matin, en descendant vers le musée de la Confluence, on voit aussi les tropismes urbains pour se réapproprier la nature. Et je voyais qu'il y avait une grande, là, sur la station Mu, marquée « Ils cultivent la ville ». C'est aussi une manière de rappeler que si les gens sont contents d'habiter à la ville, ils ont aussi besoin de se rappeler qu'ils ont, au-delà de racines, au-delà de la nécessité de bien avoir conscience que nos modèles qui sont urbains dans une forme de concentration démographique, ils sont extrêmement dépendants de ce qui se passe à la campagne. Les biens, je viens de le dire. Et le troisième qui était effectivement, et peut-être là-dessus que j'insisterai peut-être un peu plus sur la fin, sur les leviers d'action et ressources pour la transition dans les territoires ruraux. Donc il y avait trois axes avec une douzaine de sujets, donc sur les biens communs naturels et aménités rurales, la question de l'agriculture avec les enjeux de l'eau qui sont intimement liés, la forêt et la biodiversité. Sur la question de l'alimentation, pour nous, je l'ai déjà un peu dit, c'est clairement de faire reconnaître davantage que ça ne l'est aujourd'hui dans l'interaction entre les différents protagonistes, la question de l'agriculture et de l'alimentation comme étant une aménité, un service rendu par la ruralité. Un autre enjeu important pour le maire, qui signe les permis de construire, c'est la question de la maîtrise du foncier, et qu'on sait qu'aujourd'hui, cette question, elle est essentielle pour tout le monde, et que le maire, dans des mécaniques qui seraient trop complexes à vous expliquer aujourd'hui, mais est plutôt dépossédé de cette question-là, et on pense que c'est vraiment pas la bonne méthode, et ça fait partie de nos enjeux, notamment, vous avez sans doute certains entendu parler de l'enjeu de la zéro artificialisation nette, qui est plutôt une injonction tutélaire, alors qu'on devrait et qu'on a la capacité, nous, de démontrer qu'on a une capacité d'agir
à l'échelon local de manière rationnelle, de manière intelligente pour, par exemple, préserver à la fois les espaces agricoles, mais aussi développer les villages comme lieu de vie. 900 000 logements vacants en milieu rural, il y en a beaucoup plus à la ville, mais en tout cas, il y en a quand même 900 000 à la campagne. Et c'est aussi des territoires qui accueilleront demain, pour des raisons qu'on connaît tous sur la question climatique. On sait qu'il y aura des migrations, à la fois de la ville vers la campagne ou d'autres territoires voisins à la France qui, mécaniquement, aujourd'hui, par les évolutions qu'on connaît, seront amenés à se déplacer et à venir, notamment habiter et investir les territoires ruraux en partie aussi. La compétence alimentation, alors notion de compétence pour nous dans notre univers, c'est celui des collectivités territoriales, c'est de dire arrêtez de décider ailleurs des choses qui se passent chez nous. Et ça aussi, c'est un rapport de force classique dans les mécaniques que peuvent avoir à gérer les élus. Et puis la question de la compétence, pour le coup, de proximité immédiate du maire, qui est de faire vivre une population ensemble. Hein, commune, c'est une collectivité territoriale, mais c'est d'abord une communauté de vie avec des gens qui vivent, qui parfois quittent le matin le village pour rentrer le soir, et puis d'autres qui viennent de manière passagère. Et tous ces gens-là, on peut traiter cette question-là autour de l'alimentation. On a le sujet classique dans pas mal de villages, qui est la gestion tout simplement de l'offre d'alimentation pour, par exemple, les enfants de l'école du village ou des villages limitrophes, ou dans la gestion d'un certain nombre de populations qui ont nécessité de travailler, enfin de vivre dans ces territoires-là. Pour terminer, pour répondre aussi à la commande, il se fait des choses formidables, je le disais tout à l'heure. Parmi les choses que nous on fait en tant que structure nationale, c'est peut-être le point qui me rapproche le plus avec la dimension opérationnelle. Notre réseau est partenaire d'un réseau qui s'appelle Bouge ton coq, et on vient d'ouvrir 150 épiceries associatives dans les villages. C'est autour de la question de l'alimentation. Et demain, là, à notre congrès national là, qui a lieu à la fin de ce mois dans l'Isère, on va relancer 150 nouvelles épiceries qui typiquement incarnent la question de l'enjeu de l'alimentation locale, en se disant dans un périmètre de proximité relative, ce qu'on a notamment repéré beaucoup à l'occasion de la crise du Covid. Il y a eu beaucoup de conséquences qu'on a beaucoup scannées dans ce qui s'est passé dans les villes. Ce qui s'est passé dans la campagne autour de l'alimentation est intéressant. C'est qu'en fait, les opérateurs locaux se sont rendus compte qu'ils avaient une population captive qui pouvait utiliser, ou en tout cas être intéressée par la question des produits qui pouvaient être produits localement. Et moi, j'ai en tête, par exemple, pas mal de restaurants qui se sont rendus compte, qui ont pris conscience qu'en fait, il y avait plein de gens qui pouvaient avoir envie de manger ce qu'ils produisaient dans le restaurant sans forcément venir au restaurant. Et donc, notamment, tous les mécaniques à emporter à la campagne se sont créées à ce moment-là et aujourd'hui perdurent. Donc, les épiceries associatives, pour nous, c'est intéressant parce qu'elles viennent positivement confronter la dynamique politique d'animation de l'écosystème local avec une envie de participation active d'une partie de la population. Et on n'a pas la question de l'économie du modèle, mais plutôt de la question de la satisfaction d'un besoin élémentaire qui est celui de s'alimenter avec des produits de proximité. Donc ça, c'est un projet auquel on tient fortement. On travaille aussi, vous pouvez aller voir là dans un environnement assez proche, des communes comme Tramail, comme Burdigne. Il y en a plein d'autres hein, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en proximité immédiate qui se questionnent sur la question de l'alimentation et comment est-ce qu'encore une fois, à travers les mécaniques quelque part descendantes de l'État, on retrouve une place et une capacité d'action sur ces enjeux-là. J'ai vu Jérémy Camia arriver, c'est aussi pour nous, le monde rural, il n'existe, et c'est réciproque, que parce qu'il est en capacité de dialoguer avec le monde urbain. Et donc à partir de là, cette question d'approvisionner le monde urbain en matière d'alimentation, encore une fois sur la question scolaire ou bien sûr sur l'économie réelle de la restauration, on voit bien que cette question-là, elle est très largement dépendante de la manière dont est organisé l'écosystème et qu'à ce titre-là, les maires ruraux entendent jouer un rôle et ils jouent déjà un rôle important et que dans les mécanismes, dans les interrogations qui pourront être aujourd'hui posées dans vos échanges, il faut que vous utilisiez, au bon sens du terme, cette capacité d'action et de mobilisation de la ressource locale par le vecteur de l'acteur public qu'est l'élu local, parce que
c'est pas juste un hasard, mais on a par exemple 15% des maires qui sont des agriculteurs. C'est beaucoup plus que la proportion d'agriculteurs dans notre population. C'est normal qu'il y en ait plus à la campagne, mais c'est aussi une manière de dire qu'on a un lien très, très fort avec ces opérateurs-là. Et donc à partir de là, le message dans les 25 dernières secondes qui me restent, c'est de dire investissez, venez accompagner les transformations qui ont déjà lieu et pour lesquelles les élus sont souvent par défaut d'ingénierie, parfois de moyens financiers, ça c'est pas très nouveau et très original, mais en tout cas on a besoin, si vous vous questionnez sur comment la question de l'alimentation peut se traiter, les transitions peuvent se traiter, ça va se passer à la campagne. Merci.